Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui un sujet très intéressant, les procédures automatiques. Alors je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait déjà comme exemple et après on parlera un peu théorie, qu'est-ce que c'est que les procédures automatiques et d'autres concepts que vous connaissez ou pas, on va voir. Et puis après je vous montrerai le code de mes applications qui servent d'exemple. Alors allons-y. Je lance, donc j'ai fait une application WinDev Mobile, donc une application Android et iOS que je vais lancer ici. Alors je vais réduire un petit peu ça pour qu'on puisse voir. Je vais réduire un peu ça et voilà. Donc ici vous voyez, j'ai une fenêtre de mon application mobile. J'ai un bouton qui s'appelle afficher heure et quand je clique dessus, je ne fais plus rien, l'utilisateur ne fait plus rien et on a l'heure qui tourne. D'accord? Après, j'ai fait une deuxième fonctionnalité. Je veux faire tourner un chrono qui se décrémente, mais je dois donner euh, la valeur à laquelle on démarre, donc la durée. Je mets par exemple ici 15 secondes. Je clique sur le bouton démarre chrono et j'ai un chrono qui se décrémente aussi tout seul sans que l'utilisateur n'intervienne. Et puis ici, dernière chose, j'ai prévu ici, vous voyez la partie vide en bas, une zone répétée qui affiche des choses qui viennent d'une base de données. Donc là aussi, je vais cliquer sur démarrer commentaire, mais comme ma base de données, il n'y a rien, je n'affiche rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une application que je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de déplacer tout ça ici. J'ai fait une deuxième application qui est une application Windows, cette fois-ci. Donc, cette application Windows, elle a un seul fichier qui s'appelle fichier commentaire. Et dans mon exemple, je simule que je suis journaliste et que je vais commenter un match de foot qui va se passer entre deux équipes. Donc ici, je vais avoir une fenêtre qui va consister à rajouter des commentaires dans le fichier commentaire. Et le but, c'est que l'application mobile, elle va chercher le nouveau commentaire au fur et à mesure que l'application Windows les ajoute. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs finaux qui ne regardent pas le match parce qu'ils sont quelque part où ils peuvent pas regarder le match, sur leur smartphone, ils voient les commentaires sur le match. Alors, je lance l'application Windows. Ici, vous voyez côte à côte. Et ici, je vais donc rentrer des infos. Nous sommes, par exemple, aujourd'hui le jour du match. Il est 20h55. Et je vais rentrer ici les joueurs sont dans les couloirs, donc ils s'apprêtent à sortir, et je clique sur ajouter. Regardez à gauche, ici, dans mon application mobile, elle a automatiquement détecté que maintenant il y a un enregistrement d'ajouter dans le fichier, elle l'affiche, mais elle continue à détecter. Je vais maintenant dire ici 20h56, un peu plus tard, les joueurs sont sur la pelouse. Je clique sur ajouter. Regardez ici à gauche. Donc les joueurs sont sur la pelouse. Le dernier commentaire, il devient en haut et après l'ancien devient en bas. Je vais faire un troisième et je m'arrête ici. L'arbitre siffle le début du match. Je fais ajouter. Et vous voyez ici, donc, le match a commencé. OK. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est qu'à un moment donné, que ce soit le bouton afficher heure, que ce soit le bouton démarrer chrono, que ce soit le bouton démarrer commentaire, il y a un code quelque part qui tourne et qui permet de faire des choses toutes seules sans que l'utilisateur n'intervienne. Alors j'arrête mes applis. On va retourner aux explications. Donc je vais retourner ici et nous allons donc de nouveau dire ce que c'est. Alors, je vous rappelle qu'une procédure, c'est un ensemble de codes à exécuter. Généralement, quand vous mettez un code dans une procédure,
Il peut y avoir plusieurs raisons, au lieu de le mettre directement derrière un bouton ou derrière une sélection sur un événement. Vous mettez un code dans une procédure, soit parce que vous allez le réutiliser plusieurs fois à des endroits différents dans l'application, plusieurs boutons qui appellent le même code, par exemple. Ou alors, maintenant, c'est que vous mettez un code parce que vous voulez l'exécuter plusieurs fois ou plus tard. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on n'exécute pas une procédure quand on a envie. Il arrive que, en tant que codeur, vous allez regarder en rouge, vouloir exécuter aussi une procédure plus tard, en différé. C'est-à-dire, comment dire, nous sommes aujourd'hui mardi, mais je veux exécuter cette procédure que les mercredis, ou je veux l'exécuter tout le temps, je vais différer, mais je veux l'exécuter à 20 heures n'importe quel jour. En jaune ici, je peux vouloir exécuter la procédure une fois, comme on a l'habitude de le faire, mais quand j'exécute une procédure une fois, si je le fais juste par appeler la procédure, le code est bloqué, l'utilisateur ne peut pas taper ou saisir quelque chose sur la fenêtre parce que la procédure, elle prend le temps et elle bloque le système. Comment faire pour que la procédure ne bloque pas? Et je peux vouloir l'exécuter plusieurs fois. Vous me direz, pour exécuter une procédure une fois et plusieurs fois, il n'y a qu'à la mettre dans une boucle comme la fonction de W langage qui s'appelle pour tout. Je peux faire le code de la procédure dans une boucle pour tout, mais c'est pareil, j'aurai le même problème. J'ai la procédure, le code de la procédure qui va s'exécuter et qui va bloquer l'interface graphique et on ne peut pas faire autre chose jusqu'à ce que ce soit fini. Ou il arrive parfois que vous voulez carrément que le code de la procédure soit exécuté infiniment jusqu'à ce que l'application s'arrête carrément. Et en bleu ici, quand vous voulez faire ce genre de choses, faire une procédure qui peut s'exécuter avec ce que je viens de faire, et il faut se poser la question, est-ce que votre code de la procédure, est-ce qu'il utilise l'interface graphique? Comme je viens de vous le montrer, moi, ma procédure qui affiche l'heure, eh ben, j'étais obligé de mettre à jour le libellé qui affiche l'heure. Donc, j'utilise l'interface graphique. Mais si elle n'utilise pas l'interface graphique, elle peut être ce qu'on appelle un processus caché ou en cache. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, il fait rien sur l'interface graphique. Et là, il se posera la question, est-ce que si le code de l'application consomme beaucoup de ressources, est-ce qu'il ne faut pas l'exécuter en parallèle de l'interface graphique? Parce que l'utilisateur, peut-être qu'il est en train de saisir, sélectionner des choses. Et quand je veux aussi donc faire l'ancienne procédure aussi qu'on appellerait automatique, il faut se poser la question, est-ce que votre procédure utilise une base de données? Par exemple, moi, dans le cas où vous avez vu, j'affiche les commentaires, je vais aller lire le fichier commentaire dans la base de données. Alors, pourquoi on dit qu'il faut s'intéresser à ça? C'est parce que lorsque une procédure va aller chercher souvent des choses dans une base de données, est-ce que à chaque fois qu'elle va utiliser une base de données qu'elle se termine, est-ce qu'on ferme la connexion? Est-ce que la connexion se ferme? Ou est-ce qu'on garde la même connexion qui interroge plusieurs fois ou qui modifie des choses dans la base de données? On verra ça plus tard. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre si vous ne le saviez pas, c'est que lorsque vous exécutez un code, il s'exécute grâce au système d'exploitation qui peut être Android, qui peut être iOS, qui peut être Windows ou Linux sur les PC, ou sur Mac, iOS Mac ou Mac. Ces systèmes d'exploitation, ils exécutent un code dans un environnement d'exécution. Et cet environnement, en anglais, on l'appelle un thread. Alors, c'est quoi l'environnement de position? C'est que la RAM de l'appareil, qu'il soit mobile ou pas, la RAM, elle fait quelques gigas, mais pour exécuter une procédure, on va prendre quelques mégas simplement et on lui donne que ça et on va lui donner donc une priorité. Est-ce qu'il faut l'exécuter tout de suite et rapidement ou la faire attendre la procédure? Parce que un système d'exploitation, quel qu'il soit, n'exécute pas qu'un code à la fois. Il exécute plusieurs codes en même temps pour aller vite. Donc, quand il donne des priorités, etc., la question se pose, est-ce que quand je lance des procédures qui s'exécutent, en même temps que le système d'exploitation surveille la fenêtre sur laquelle l'utilisateur fait des choses, est-ce qu'on exécute tout ça dans le même environnement, donc dans le même thread? Généralement, quand votre application n'est pas retardée, n'est pas lente, etc., vous exécutez les procédures normalement. Tout le monde s'exécute dans le même thread. Et là, en noir, je vous dis que
ce thread qui par défaut l'appelle le thread principal. Et puis en rouge, je vous montre que parfois, au fur et à mesure que vous allez être compétent, vous allez vous rendre compte que il y a une procédure que vous lancez, un code que vous lancez qui commence à ralentir l'interface graphique. Et à ce moment-là, vous décidez de dire au système d'exploitation, est-ce que tu peux l'exécuter dans un thread séparé? Un thread séparé, il y aura deux environnements. Le thread principal et un autre thread avec sa mémoire, avec sa priorité d'exécution. Et les systèmes d'exploitation savent passer de l'un à l'autre. À ce moment-là, vous soulagez un petit peu l'interface graphique. Le thread principal, on le laisse s'exécuter seulement pour gérer. Et ce thread principal, il privilégie l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attendre l'utilisateur quand il appuie sur un bouton, quand il sélectionne. Et votre procédure va s'exécuter à côté, en parallèle, dans un autre thread. Alors, comment on faisait sur les versions précédentes de WinDev? Le codeur dans WinDev, il utilisait ce qu'on appelait des timers en anglais, j'appelle ça minuteur en français. Il exécutait les fonctions, vous voyez en noir, timer system, fin timer. Donc ça continue à exister par compatibilité pour ne pas arrêter de ne pas bloquer les fonctions, les applications qui utilisaient déjà ça. Mais aujourd'hui, si vous avez les versions 26 et plus, on vous dit, vous allez abandonner ces fonctions-là. En rouge ici, je vous dis que lorsque le codeur décide de dire, eh ben, j'exécute la procédure dans un thread à côté parce que c'est trop long, il utilisait les fonctions thread execute, thread arrête, thread mode, etc. Depuis la version 27 et maintenant la version 27, on a décidé de faire beaucoup plus simple. Le codeur n'utilise plus les fonctions que je viens de vous citer, des timers et des threads. Il crée une procédure normalement, il la teste, et une fois qu'elle fonctionne, il va configurer avec la souris ce qu'il faut, quand est-ce qu'il veut l'exécuter, le nombre d'exécutions, les threads et tout ça. Et après, il se contente de lancer la première fois la procédure, et la procédure va vivre sa vie. Elle va s'exécuter dans un autre thread si vous l'avez demandé, elle va s'exécuter plusieurs fois si vous l'avez demandé, etc. Alors, regardons maintenant concrètement les exemples. Donc, l'exemple 1, je fais tourner l'heure dans la fenêtre. Donc ça, je vais avoir l'application mobile, ici. J'ai commencé par, donc je vais zoomer un peu, que faire un bouton afficher heure, et j'ai fait ici un libellé. Donc je vais montrer le libellé d'abord. Le libellé, je l'ai appelé lib heure, 3 petits points, mais surtout j'étais dans type et je dis je veux qu'il m'affiche une heure, pour qu'il soit formaté. Donc le type d'affichage, j'y mets heure, et dans le masque ici, valeur de CISI, j'ai rentré ici, par exemple, je peux choisir, je veux les heures, les minutes et les secondes. D'accord? Et quand je reteste de nouveau, ici, et je clique sur le bouton afficher heure, vous voyez bien que j'ai les heures séparées des minutes et des secondes par des points. Ça, c'est parce que j'ai demandé, parce que le libellé affiche les heures. D'accord? Je le remontre une fois. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il affiche? J'ai mis le code dans le bouton afficher heure. Je vais aller vous montrer le code. Le code, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien de spécial. Il dit simplement exécuter une procédure que j'ai appelée ici. Procédure, je l'ai appelée PRC, préfixe, afficher heure. Et vous voyez, il y a un petit truc ici, on va en parler après. Je vais maintenant vous montrer cette procédure que j'ai créée comme procédure globale. Donc ici, je vais voir l'explorateur de procédure en bas. Donc tout ça, je ferme un petit peu pour faire de la place. Donc dans procédure, j'ai fait clic droit, nouveau. WinDev m'a demandé de créer procédure globale, c'est-à-dire un dossier. Il m'a proposé de l'appeler procédure globale. Je l'ai laissé. Sur procédure globale, j'ai fait nouvelle procédure globale et je l'ai nommé afficher heure. Rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette procédure? Il y a juste une seule ligne. Alors, j'ai pas marqué libheure, ça vient d'où? Libheure, ça vient de ce champ-là. Vous voyez, j'approche ici, ce champ-là, il s'appelle libheure. Donc, ma procédure, elle dit quoi? Elle dit, dans libheure, mettez l'heure du jour, l'heure. Et ça, il y a la fonction WinDev qui s'appelle heure system. Alors, pourquoi j'ai mis fen1 au début? C'est parce que la procédure, elle n'est pas ici. Regardez, je vous montre, j'ai une fenêtre ici. J'ai la fenêtre, je l'ai appelée fen1. Une fenêtre peut avoir ses procédures. Si j'avais créé une procédure locale à cette fenêtre,
Donc la procédure locale, elle peut citer simplement le champ simplement de la fenêtre. Mais quand c'est une fenêtre globale, comme c'est le cas pour moi ici, je l'ai fait dans le dossier, dans la branche procédure, la procédure ne sait pas d'où vient le champ. Donc je dois lui préciser que ça vient, que le libellé se trouve dans FEN 1 et je lui donne le champ. C'est tout. Vous allez me dire c'est tout, mais alors comment ça se fait que ça tourne tout le temps? Et bien à ce moment-là, une fois que vous avez créé votre procédure, vous l'avez testé une fois, ça fonctionne, ça affiche au moins une fois l'heure sans bouger. À ce moment-là, vous remontez en haut, ici, donc ici, l'entête jaune de la procédure, et vous pouvez cliquer ici, droit, quelque part, et vous avez automatisme de la procédure. Et ça, je rappelle, c'est nouveau dans les WinDev récents. Sinon, les autres, ils l'affichent pas. OK, donc ici, une fois que j'ai testé ma procédure, elle se lance une fois. Je viens dans ici, donc la partie jaune de ma procédure. Je clique à un endroit vide, je fais et je choisis automatisme de la procédure. Une fenêtre va s'afficher et là, on va poser plein de questions. 3 parties. Quel type? Est-ce que vous voulez créer un timer, une procédure différée? Donc ça empêche de faire les timers. Moi, je ne fais que faire, oui, je veux un timer parce que je veux qu'elle s'exécute plusieurs fois. Mais je peux lui dire que je vais créer un thread, je veux créer un thread sécurisé, un thread principal. Là, je vous laisse regarder la doc que je vous mettrai en lien sur le commentaire de la vidéo pour voir la documentation officielle de PCSoft qui vous dit les différences entre tout ça. Moi, donc, je prends un timer ici. Donc, c'est-à-dire comment on va s'exécuter ici la deuxième partie de ma procédure. J'ai choisi ici nombre de fois. J'aurais choisi une fois, ça sert à rien parce qu'à ce moment-là, elle s'exécutera qu'une fois, mais dans ce cas-là, là-haut, j'aurais choisi thread. Ça veut dire que la seule chose, c'est que je veux l'exécuter une fois, mais dans un thread séparé, dans un environnement séparé, pour ne pas pénaliser l'interface graphique. Moi, je lui dis non, je veux la faire à l'infini, elle s'arrêtera pas jusqu'à ce que on arrête l'application. Et ici, il va me dire, mais vous voulez que chaque fois qu'on appelle la procédure, entre les deux appels, il se passe combien de durée? Et ici, moi, j'ai laissé 0,0001, c'est-à-dire une seconde. Je veux que toutes les secondes, la procédure raffiche l'heure. C'est ça qui donne donc cet affichage qui est vraiment une seconde à la fois. C'est tout. Ici, c'est pas très important, on va le laisser. Est-ce que je veux à chaque fois, entre deux appels, tuer le timer et en créer un autre? C'est du détail, vous pouvez aussi regarder dans la doc. Maintenant, quand ça veut dire que lorsque moi, dans mon bouton afficher l'heure, je lance la procédure, est-ce que elle se lance tout de suite, le premier appel de la procédure tout de suite, ou est-ce que vous voulez le démarrer qu'à 22 heures du soir, etc. Ça peut être donc, vous voulez faire une répétition pour afficher l'heure dans mon exemple, mais je veux que ça démarre que quelques minutes, quelques heures plus tard. Et on a plusieurs choix ici. Donc tout ça dans cet exemple-là, c'est la seule chose qu'on fait, alors que ceux qui ont déjà développé dans les versions précédentes, c'était un petit peu galère. On programmait les timers, on arrêtait les timers, et des fois ça s'arrêtait pas correctement et on maîtrisait pas toujours. C'est tout. Et vous allez maintenant que j'ai fait presque la même chose avec le deuxième bouton. Ici, donc je permets de saisir un nombre. Donc j'ai fait un champ de saisie qui s'appelle ici saisie underscore durée chrono. Et je lui dis que je reçois du texte, j'ai rien dit de spécial, c'est tout. Donc on retient simplement qu'il s'appelle SAI durée chrono. Je vais faire une procédure à part. Cette procédure, c'est que on rentre un nombre de secondes ici et on va décrémenter. Donc j'ai créé un bouton ici qui s'appelle démarre chrono. Je vais vous montrer son code. Là, vous voyez, je ne fais que appeler une autre procédure qui est spécialisée pour le chrono, PRC chrono. Alors, je vais aller vous montrer PRC chrono. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, cette PRC chrono, elle va à un moment donné regarder si le chrono, je vais le lancer. Normalement, il faut que je décrémente. Alors, comment je décrémente ici? Je préfère pas décrémenter dans un champ de saisie. Je pourrais faire, je décrémente un champ de saisie. Je préfère avoir une variable numérique. Et cette variable numérique, au départ, est égale à 0. Quand je lance
la procédure PRC chrono. Donc c'est un petit algorithme que je suis en train de vous expliquer. Je vais mettre une variable à 0. S'il est égal à 0, je mets la saisie dedans et après, j'affiche. Mais les autres fois, après, je vais faire que décrémenter, décrémenter, décrémenter. Alors, d'où vient cette variable valeur initiale chrono? Entre deux appels de la procédure, je veux que cette variable garde, si par exemple je rentre 30 secondes, je veux qu'au départ il y a 0. Dans ma saisie, les gens ils ont rentré 30 secondes. Moi, j'ai déclaré une variable qui sera égale à 0. Je l'ai déclaré où? Je l'ai déclaré au niveau de la fenêtre, pas dans le bouton. Donc je vais cliquer dans le vide ici pour voir le code de la fenêtre. Et vous voyez, dans la déclaration globale de la fenêtre, j'ai déclaré cette fenêtre, cette variable, valeur initiale chrono est un entier, j'ai mis 0 dedans. OK? Alors, j'ai mis 0 dedans. Quand j'appelle la procédure, je teste. Est-ce que c'est égal à 0? Ça veut dire que on vient juste de lancer le chrono. À ce moment-là, je me répète, je mets ce que l'utilisateur a saisi, par exemple 30 secondes, dans cette variable qui maintenant contiendra 30. Et après, j'affiche la valeur 30 dans le chrono qui est ici à un autre champ ici, qui est caché ici, on ne le voit pas trop caché, il s'appelle libre chrono. Donc la première fois, je prends les 30 secondes et je les mets dans libre chrono. Pour les autres appels, à ce moment-là, après les 30 secondes, je fais moins de la variable. Moins, ça veut dire décrémenter de 1. Donc décrémenter, ça veut dire soustraire. Donc je mets 1. Et après, je me pose la question, est-ce que c'est égal à 0? C'est-à-dire si le chrono il arrive à 0 à un moment donné, eh ben c'est pas la peine de continuer à faire moins 1, moins 2, moins 3. Je veux m'arrêter à 0. Je me dis si le chrono il est descendu jusqu'à 0, à ce moment-là, je mets le 0 dans les libellés, mais je veux surtout arrêter d'exécuter la procédure. Et le développeur, il a cette fonction qui s'appelle fin automatisme procédure, et je lui dis, vous arrêtez de décrémenter, vous arrêtez d'exécuter la procédure chrono que j'ai mis en infini. Sinon, si on n'est pas arrivé à la fin, donc et là je dis chrono, si on n'est pas arrivé à la fin, je continue à afficher la valeur qui a été décrémentée. Alors, comment j'ai fait pour que cette procédure se lance plusieurs fois? Comme tout à l'heure. Je vais dans le bandeau jaune de la procédure, dans un endroit un peu vide ici, clic droit, automatisme de la procédure. Et là, regardez, je lui dis encore, je veux que ça soit un timer, c'est-à-dire à répétition. Ici, comment je lui dis infini, jusqu'à ce que moi, je fais l'instruction fin automatisme. Donc, le codeur, il peut à n'importe quel moment arrêter. Je lui dis aussi toutes les secondes, ici. Et je veux que quand on appuie sur le bouton démarrer chrono, que ça se lance automatiquement. C'est tout, c'est comme tout à l'heure. Et dans ce cas-là, quand je teste, bien sûr, ici, je lui rentre ici, par exemple, pour faire vite, je ne vais pas mettre 30 parce que ça prendra beaucoup de temps. Je démarre à 10, je fais démarrer chrono et vous voyez, 9, 8, 7. Et quand il arrivera à 0, il va me dire fin du chrono. Et voilà, chrono terminé. Et donc la procédure ne continue pas à décrémenter, elle s'arrête. Et maintenant, troisième exemple encore plus intéressant. Donc je vais fermer ça ici. Troisième exemple. Maintenant, je vais d'abord montrer l'application Windows. L'application Windows qui utilise un fichier qui s'appelle commentaire. Ce fichier ici, je vais agrandir pour vous comprendre, un simple fichier base de données qui contient donc le ID commentaire, c'est donc géré automatiquement. Il y aura 1, 2, 3, 4. Il y a une date quand est-ce qu'on a fait le commentaire sur un match, l'heure du commentaire. Et puis, il y a une rubrique qui s'appelle Comment, qui est juste un texte que je vais rentrer dedans. OK? Donc ça, j'ai créé ce fichier-là. Rappelez-vous, quand j'ai créé l'application Windows, quand on vient de créer un fichier, on fait deuxième étape, génération, pour qu'il génère le fichier. Et j'étais dans le code du projet de l'application Windows, code. J'étais ici, faire. Alors, je ne l'ai pas fait ici parce que je l'ai créé dans la... Normalement, on fait ici hash création. Hash création. Moi, je l'ai fait dans la inexistant, étoile,
On l'a fait dans plusieurs vidéos. Quand vous créez une base de données avec un fichier, ici, dans le code du projet, si fichier de la BD n'existe pas, les créer vide. Donc ça, dans toutes mes vidéos qui utilisent les bases de données, on a fait ça. C'est tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? On a vu la démonstration. Je laisse les gens saisir une date. Champ date, je rappelle, champ de saisie, mais je lui dis type date. Soit vous mettez type vous-même, soit quand vous prenez création et vous allez dans les champs de saisie, vous développez, WinDev vous donne déjà des types et vous cherchez un champ qui représente une date. Par exemple ici, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à changer le nom du champ pour la programmation. Après, j'ai choisi un champ de saisie pareil dans la liste et j'ai pris un champ de saisie déjà proformaté pour les heures. Et j'ai dit je veux que les heures et les minutes. J'aurais pu prendre les secondes si je veux être beaucoup précis. Par exemple, seconde ici, on va voir. OK. Et un champ de saisie aussi. Ici, c'est simplement un champ multiligne. Là aussi, je l'ai choisi dans la liste multiligne pour que je sois pas limité dans le texte. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans le bouton ajouter? Bouton ajouter, c'est très simple. J'ajoute un enregistrement dans le fichier commentaire. Rappelez-vous, ça a été vu un petit peu, mais si vous n'avez pas vu mes vidéos, on commence par préparer l'enregistrement tout neuf qu'on veut rajouter dans le fichier. Donc, HRAZ est une fonction qui prépare toutes les cellules, toutes les rubriques d'un nouvel enregistrement à vide. Après, on commence à lui dire, pour le même fichier, dans la date du fichier, je mets la saisie, et ainsi de suite. J'augmente un peu la taille. Donc, je remplis toutes les rubriques par la saisie. Et après, il faut que je fasse la fonction hajoute qui rajoute vraiment un enregistrement dans le fichier commentaire. C'est tout ce que fait l'application Windows. Le but ici, c'est de vous montrer que les journalistes dans un terrain de foot, ils sont par exemple sur leur PC en train de commenter, et vous utilisateurs qui ont l'application mobile, ils reçoivent les messages directement de ce qui se passe. Si par exemple ils sont dans leur voiture, s'ils sont dans un café où il n'y a pas de télé, s'ils sont en train de faire autre chose, ils peuvent suivre leur match préféré par des commentaires faute de télévision. Donc OK, donc ça c'est bon. Maintenant, l'application mobile, elle fait quoi? L'application mobile, elle a besoin de récupérer ces infos. Alors, première chose, comme je veux aussi aller interroger le fichier base de données qui a été utilisé par l'application Windows, normalement, dans une vraie application professionnelle, la base de données elle est distante. Et à ce moment-là, ici, dans la base de données, on me dit que je ne peux pas ouvrir. Oui, alors, parce que l'application Windows, elle ouvre l'analyse. Je ne peux pas ouvrir l'analyse dans deux applications en même temps, donc je vais faire mes analyses ici. Je reviens là, je vais vous montrer ici. Si on a fait vraiment une application, une base de données distante, j'aurais été ici, j'aurais fait connexion, nouvelle connexion, et j'aurais demandé j'aurais mis les identifiants de la base de données qui a été créée à distance par l'application Windows, et je verrai la même chose. Là, moi, pour la démonstration, c'est une base de données locale, et alors quand une application Windows crée par exemple une base de données locale, comment l'application, la deuxième, la troisième utilise? Ben là, j'étais dans le projet de mon application mobile, j'étais dans l'onglet projet, j'étais dans description, et dans description, ici dans analyse, je lui montrais que je vais utiliser une analyse la même que celle de l'application Windows. Et j'étais donc allé avec les trois petits points chercher le dossier du projet de l'application Windows jusqu'à trouver un dossier qui finit par .ana comme analyse, et je lui ai montré, je trouve un fichier qui finit par l'extension .wda. .wda veut dire Windows Analyse. Et je lui ai montré ça. Ça, c'est pour qu'il me montre le schéma de la base de données. Maintenant, pour que l'application, la deuxième application qui utilise la base de données d'une autre application puisse accéder au même fichier, il faut aussi aller dans l'onglet fichier. Et là, je lui dis, je vais aller voir les fichiers, éventuellement, de l'application Windows. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour accéder à partir de l'application mobile? Comment j'accède ici aux commentaires? Regardez ici, j'ai fabriqué
une zone répétée. Une zone répétée s'appelle ZR commentaire. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu le commentaire. Ici, ZR commentaire. Dans la première répétition, j'ai posé quoi? J'ai posé un champ libellé. Alors, je n'ai pas cliqué là où il faut. Un champ libellé. Ce champ libellé, je l'appelle libdate. Et j'ai dit aussi que c'est un type de date ici pour qu'il affiche des dates. OK. J'ai posé aussi à côté un champ libellé qui s'appelle libheure. Et j'ai dit que c'est du type heure, où j'ai choisi dans la liste des libellés type heure. Donc, je le spécialise. Et j'ai fait un troisième libellé ici que j'ai appelé lib commentaire. Et lui, j'ai dit c'est un texte multiligne. OK. Maintenant, rappelez-vous, une zone répétée. Il faut aller dans les propriétés de la zone répétée. Je vois ici qu'elle inclut les champs, mais Windev, ils ont fait quelque chose qui n'est pas toujours compréhensible par les débutants. C'est pas parce que vous avez mis des champs dans une répétition que vous allez forcément pouvoir les remplir par programmation. Pour ça, il faut venir ici, cliquer sur le bouton nouveau, et Windev appelle ça des attributs. Vous allez créer les attributs. En réalité, c'est simplement des références à des champs qui vont commencer par ATT, et vous pouvez rajouter un nom qui vous parle. Par exemple, il m'a proposé ATT quelque chose. Moi, j'ai remplacé par ATT date et je lui dis, ça concerne quel champ? Donc, il faut vraiment faire ça pour que vous puissiez après rajouter des choses dans la zone répétée. Donc, j'ai fait un attribut date et je lui dis qu'il est relié au champ libellé date, un attribut heure qui est relié au libellé heure et un attribut commentaire qui est relié au commentaire. C'est tout. Donc à ce moment-là, si vous voulez voir tout sur les zones répétées, regardez une de mes premières vidéos qui vous explique les différentes façons de remplir une zone répétée. Voilà. Maintenant, quand on clique sur le bouton démarrer démarre commentaire, je vous montre ici le code. J'appelle une fonction qui s'appelle PRC afficher commentaire. Donc afficher commentaire ici va me chercher les commentaires, mais je ne veux pas, comme je vais l'exécuter plusieurs fois, s'il y a déjà 15 commentaires dans le fichier commentaire, je ne veux pas qu'elle m'amène les 15 commentaires. À chaque fois qu'elle s'exécute, par exemple toutes les secondes, je ne veux pas qu'elle me cherche les 15, mais qu'elle me cherche le dernier qui n'a pas déjà été ajouté à la zone répétée. Alors, je vais vous montrer donc le code. Et ben cette procédure, donc elle-même, je commence par le début. J'étais dans la bannière ici jaune, dans le bandeau, dans un endroit vide, clic droit, automatisme de la procédure. Je fais comme tout à l'heure. Type timer pour que ça s'exécute avec un chrono. Ici, comment plusieurs fois, infini, une seconde, pareil, j'ai rien changé et je veux que dès que le code, je l'appelle, elle s'exécute tout de suite et après elle se répète toutes les secondes. Alors maintenant le code, c'est un algorithme. Le code, ici, je veux lire donc mes commentaires, mais je vais exécuter une requête. Pourquoi? Parce que je vais faire une sélection. Donc, j'ai fabriqué une requête qui s'appelle rec commentaire récent. Alors, je vous montre cette requête-là que j'ai créée ici. Donc, si vous ne savez pas le faire, j'ai cliqué sur la branche requête avec le clic droit. J'ai fait nouvelle requête. Et après, il m'a affiché un assistant. Moi, je vous montre déjà ce que j'ai fait. L'assistant qui m'a affiché ici, j'ai appelé ma requête rec underscore commentaire récent. Et le seul fichier commentaire que j'ai ici, je lui dis, tu me prends le ID commentaire qui est automatique, la date, l'heure et le commentaire. Mais ce que je veux moi ici, c'est que le ID commentaire, je veux qu'il m'affiche seulement ceux que je n'ai pas, qui me cherche seulement les commentaires que je n'ai pas déjà pris. Or, et je vais vous montrer le fichier ici. Regardez le fichier actuel commentaire avec la démo que je vous ai faite. Je fais rafraîchir. Regardez, à force de remplir et de vider, actuellement, j'ai 3 commentaires dans ce fichier. Regardez le ID commentaire, c'est 10, 11, 12. Donc, imaginez que j'affiche déjà ces 3-là dans mon smartphone. La prochaine fois, quand je vais rajouter un commentaire avec l'application Windows, j'aurai le numéro 13. Eh ben, il faut que j'aille prendre que le numéro 13 pour l'ajouter, sachant que le 10, 11, 12, je les ai déjà pris.
Alors, je vais faire une démonstration ici. Avec ici, qu'est-ce que j'ai fait pour le commentaire? J'ai dit à l'assistant de requête sur ça, j'ai été faire condition de sélection et j'ai fait une nouvelle condition. Comme moi, je l'ai déjà fait, donc vous cliquerez sur une nouvelle condition si vous voulez refaire l'exemple. Moi, je clique sur modifier. Je lui dis, je fais une sélection sur le ID et je veux qu'il soit supérieur à un paramètre. Donc là, je veux prendre que les ID que je n'ai, des commentaires que je n'ai pas déjà ramenés dans la zone répétée. OK. Je viens de vous montrer. Et donc, je veux quoi aussi? Je lui dis, tu tries. Tu tries, par exemple, si j'en ai 4, 5, par exemple, je vous ai montré ici 10, 11, 12, et ben, le 12, il est le plus récent, parce que les numéros s'incrémentent. Et ben, je veux qu'il m'en montre, donc, les derniers, en haut. Donc, ici, je lui dis quoi pour le commentaire? J'ai été voir trier, aussi. Et je lui dis trier sur la rubrique sélectionnée, et je lui dis tu écris, mais en décroissant, pour que les numéros donc de ID arrivent du plus grand au plus petit, donc les plus récents. Maintenant, je vais faire la démonstration. On vient de voir que les fichiers, ça contient 10, 11, 12. Imaginez que j'ai déjà affiché le 10, 11, mais que je n'ai pas affiché le 12. On va faire ce test-là. J'ai pas affiché le 12. Mon code, il va faire quoi? Il va faire l'équivalent de ça. Je lui dis, je veux que ça soit supérieur à 11, parce que je suppose dans mon test que j'ai déjà affiché le 10 et le 11. Je fais OK. Regardez, il m'amène que le numéro 12 ici. Si je refais le test et je lui dis je veux que ce qui est supérieur à 10, donc le 11 et le 12, je vais le 11 et le 12, il va m'amener le 11 et le 12. Voilà, ma requête elle est faite pour ça parce que je fais une sélection. Alors qu'est-ce que j'ai fait après? Je reviens dans ma procédure. Ici. Ici, j'utilise une variable qui s'appelle une variable globale à la fenêtre qui s'appelle ID dernier commentaire lu. J'ai été le faire où? Je vais revenir dans ma fenêtre ici. J'ai été déclaré dans le code de ma fenêtre, c'est-à-dire que ça va être une variable globale et les procédures vont pouvoir l'utiliser. Et ça veut dire aussi que lorsque je mets une valeur dedans, tant que la fenêtre est ouverte, la valeur n'est pas perdue. Elle ne revient pas à zéro, elle contiendra sa valeur. Vous voyez aussi la vidéo sur mes variables, une des premières vidéos de ma série. Donc, je déclare une variable que je mets à 0. Dans la procédure, ici, je prends donc la valeur 0 au début et je la mets dans une variable de la procédure que je déclare comme une chaîne. Donc, je cherche pas à dire qu'elle est numérique, je le mets dans un entier. Et maintenant, je prends la procédure et je lui dis, tu t'exécutes et tu vas me chercher les commentaires dans la valeur. Et au départ, c'est la première fois que je lance l'appli, ça va être supérieur à 0. Donc, s'il y a plusieurs commentaires, je ramène tous les commentaires. Et à ce moment-là, on fait une boucle sur tous les commentaires qui ont été ramenés par la boucle et je commence à rajouter par la fonction qu'on connaît, zone répétée ajouter ligne, des lignes dans donc ma zone répétée. N'oubliez pas qu'à chaque fois que je fais fen1, je parle de la fenêtre à chaque fois ici. C'est parce que c'est une procédure globale et elle ne sait pas où se trouvent les champs que vous voulez utiliser. Elle a accès aux champs des fenêtres, mais il faut lui dire à chaque fois. Donc là, je lui dis que je vais remplir la zone répétée par ce que ramène la requête. Et qu'est-ce que je fais? À chaque fois, la variable qui stocke le dernier commentaire qui a été rajouté, eh ben, je lui mets le ID du commentaire que je viens de lire par la requête. Alors, par exemple, si je ramenais le 10, ben maintenant le ID dernier commentaire sera stocké dans cette variable égale à 10. Et la prochaine fois qu'on exécutera, on ira chercher ce qui est supérieur à 10. Et puis, petite chose aussi, il faut, si vous le souhaitez, je voulais vous montrer ça, trier une zone répétée en lui disant tu me donnes les dates. Par exemple, si 2 commentaires ont été rajoutés à peu près en même temps, je lui dis ma fille, tu me tries la zone répétée depuis le début sur la date, on met ça entre guillemets, et le moins ça veut dire en décroissant. Plus tab pour lui dire je trie sur un deuxième élément. Une fois qu'il a des commentaires qui sont de la même date, je veux qu'il me les trie par heure, mais avec le moins avant fin, etc., pour que ça décrémente.
C'est tout ce que je fais. Et à ce moment-là, je reviens dans la fenêtre. Quand je clique là-dessus, clic début commentaire, je rappelle, on appelle cette procédure-là. Et cette procédure, donc, elle renvoie les commentaires au fur et à mesure. Voilà donc ce qui est les procédures automatiques. Il faut vraiment les utiliser à fond. C'est très très simple. Donc à partir de maintenant, si quelqu'un vous dit ah mais j'aimerais bien faire comme l'arrivée des mails, vous recevez des mails qui avec une notification qui vous montre les derniers mails qui sont en gras et vous les lisez. Eh ben ça pourrait être fait avec une procédure automatique. Par exemple, si vous utilisez Facebook ou WhatsApp, vous recevez les derniers messages avec une notification. Ça peut être fait avec une procédure automatique qui passe son temps à aller voir la base de données de WhatsApp et vous ramener les messages et les réponses des contacts avec lesquels vous êtes en relation. Ok, alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert, si vous ne connaissiez pas les procédures automatiques, d'autres horizons. Bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez suggérer d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas, je regarderai si c'est possible et quand est-ce que je peux le faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt, chers abonnés. Ciao, ciao, ciao.